français. Français. Les slides, en revanche, ils sont en anglais. Oui, non, mais bien sûr. Et ça, il n'y a pas de problème. Et parfois, je vais peut-être utiliser des termes anglais parce que je n'ai pas trop réfléchi à la traduction en français. On va commencer par le titre, Cloud Gaming, c'est, je sais pas, les jeux dans les nuages. Je sais, mais ça... J'ai mis fort, mais on m'entend pas. Je peux faire sans sinon. Il y a un deuxième, C'est le deuxième. Oui. Ça marche mieux, hein? Ah ouais, ça marche un peu. Donc, en termes de traduction, jeu dans les nuages, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça, mais je pense qu'en français on dit aussi cloud gaming, autant que j'en sache. Donc je vais faire une présentation qui va donner l'état actuel des recherches sur le sujet, sachant qu'il y a aussi des implémentations dans l'industrie qui fonctionnent à peu près, mais qui sont pour l'instant des solutions propriétaires, car on a assez peu d'informations. Et je vais commencer d'abord avec un premier slide pour dire qui je suis, suivant le bon exemple de Tariq qui nous a fait une présentation de l'université d'Alto hier. Mais moi j'ai qu'un slide, on ne va pas voir ça plus. Donc moi je travaille sur l'optimisation du réseau et avec surtout d'une composante de multimédia et de tout ce qui est multimédia delivery. Et j'ai travaillé avant sur tout ce qui était peer-to-peer et donc du coup mes travaux sont plutôt orientés autour de la diffusion à large échelle, dès qu'il y a beaucoup de monde. Dans le passé, j'ai travaillé pour Orange pendant 6 ans. J'ai fait une thèse en co-tutelle entre Orange et puis l'INRIA, qui est le centre de recherche informatique en France. Et puis j'ai passé aussi 1 an récemment à l'université de Waterloo, au Canada. Donc maintenant je suis à Télécom Bretagne depuis 8-9 ans. Donc Télécom Bretagne fait partie comme subcom de l'Institut Mintelecom, il y a peut-être des statuts différents, je n'ai pas tout compris. Et donc l'Institut Mintelecom, c'est un ensemble d'écoles d'ingénieurs en France, et il y en a un peu partout en France. Et moi je suis à Rennes, ici. Et je suis à Télécom Bretagne qui est en fait Brest et Rennes. Et j'ai mis une petite image de Télécom Bretagne pour montrer que c'est un beau pays aussi. C'est peut-être pas aussi beau que Sidi Bou Saïd, mais c'est quand même pas mal. Il y a la mer aussi. La mer est beaucoup plus froide. La mer est beaucoup plus froide, mais c'est un peu plus vert, on va dire. Donc il y a souvent des opportunités pour des stages ou pour des thèses à Télécom Bretagne. Donc n'hésitez pas à postuler là. Donc, cloud gaming, c'est du jeu vidéo. Alors, je voudrais savoir qui ici joue à des jeux vidéo. Ceux qui jouent à des jeux vidéo peuvent lever la main. Tu joues pas aux jeux vidéo, toi? Même pas. Laisse-moi fouiller dans ton téléphone et je ne trouve pas. Non, c'est bien parce que généralement, la plupart des gens, dans ces cas-là, ils disent maintenant, nous on joue pas à des jeux vidéo parce que c'est des choses qui ne sont pas très avouables. En fait, maintenant, c'est bon, il y a bien beaucoup de monde qui joue aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, alors il y a des jeux vidéo qui sont effectivement avec des consoles, avec des commandes où on joue des heures et des heures. Et puis il y a aussi plein de petits jeux vidéo que l'on joue sur les smartphones et qui sont ce qu'on appelle des casual games, et qui représente aussi maintenant une grosse partie des jeux vidéo. Bah, donc tous ceux qui ont levé la main, n'ayez pas honte de dire que vous êtes des joueurs de jeux vidéo, parce qu'il y a quasiment 60% des Américains qui jouent aux jeux vidéo aujourd'hui. Et puis, ceux qui n'ont pas levé la main n'ont pas honte de ne pas jouer. Non plus. C'est ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ceux qui pensent qu'ils sont trop vieux pour jouer aux jeux vidéo ne doivent pas avoir honte non plus, parce qu'il y a quand même il y a 39% des joueurs qui ont plus de 36 ans, donc c'est pas simplement un business pour adolescents.
Et puis pendant très longtemps, il y a eu l'a priori que les jeux vidéo étaient un univers exclusivement masculin, et en fait il y a vraiment une parité à ce niveau-là. Alors c'est vrai qu'il y a plus de joueuses qui jouent à des casual games, et plus d'hommes qui jouent à des qu'on appelle du hardcore gaming. Mais malgré tout, le jeu vidéo c'est assez partagé aujourd'hui, c'est une belle parité. Alors forcément, quand il y a autant de gens qui jouent, alors j'ai mis des Américains parce que c'est les études que j'ai trouvées, hein, mais dans le monde entier c'est à peu près pareil. Hein. S'il y a autant de gens qui jouent aux jeux vidéo, naturellement on se retrouve avec du business, et donc des billions de dollars. Donc en 2018, le revenu de l'industrie globale du jeu vidéo va dépasser 100 milliards de dollars, ce qui est plus que Hollywood, les movies, donc c'est plus que les vidéos, quoi. Plus que les films et que les revenus de la VOD, de toutes ces choses-là, quoi. Après, c'est éparpillé entre un peu plus d'humains que ce qu'on peut trouver dans les films. Mais malgré tout, on est quand même sur un secteur qui génère énormément d'argent. D'accord ? Et il y a des gens qui disent que l'iPhone, la killer app de l'iPhone, maintenant, c'est des jeux vidéo, quoi, avec quasiment un quart, des fois ça monte à un quart des téléchargements d'applications qui sont pour des jeux vidéo. C'est-à-dire que l'iPhone est devenu une sorte de console de jeu, en fait, en plus d'être un téléphone. Enfin, on n'utilise plus beaucoup pour le téléphone, mais c'est devenu un outil pour réseau social et un outil pour jeux vidéo. Alors nécessairement, quand il y a autant d'argent, forcément, il y a des jobs derrière. Et donc il y a, c'est ça, en 2014, il y avait quasiment 150 000 emplois rémunérés aux États-Unis, enfin c'était aux US toujours parce que c'était des études américaines que j'ai pu trouver, qui sont relatives aux jeux vidéo. Donc il y a de la place. Quand vous êtes développeur pour jeux vidéo, quand vous concevez des systèmes qui peuvent être pratiques pour des jeux vidéo, vous trouvez du job aujourd'hui aux US. En France, il y a des entreprises comme Ubisoft qui sont les leaders mondiaux sur le sujet. Il y a des jobs en Finlande, là justement, avec Rovio, qui est devenu une des entreprises les plus riches du monde. Donc il y a un secteur d'opportunité. Alors souvent, on a du mal à trouver des formations qui sont sur ces sujets-là. Mais on a du mal à former. Moi, dans mon école, on n'a pas de filière pour préparer des ingénieurs à devenir développeurs de jeux vidéo. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Mais c'est un secteur technologique et marketing et business et créatif. Donc il y a de la place pour les gens malins et compétents. Ça. Alors quand on regarde un ensemble de jeux vidéo, enfin un système de jeux vidéo, en fait on se retrouve, j'ai essayé de décomposer ça avec une architecture modulaire ultra simplifiée. On a généralement besoin pour jouer d'une manette, de quelque chose qui permette de pouvoir déplacer son personnage, de pouvoir accomplir des actions sur le jeu vidéo. Donc on peut toucher sur l'écran, on peut faire de plein de manières différentes. Il y a ce qu'on appelle le Game Engine, le moteur de jeu. Le moteur de jeu, c'est lui qui calcule toutes les interactions entre le joueur et puis l'environnement du jeu et qui est en charge de produire tout ce qui est graphique derrière. Et puis, il y a la sortie graphique, l'écran ou le système haptique qui nous permet de pouvoir voir l'environnement du jeu et de pouvoir y réagir. Et on a souvent maintenant des serveurs qui possèdent des informations et en fait le moteur de jeu interagit avec le serveur pour voir comment ça se passe. Donc le système de jeu traditionnel, la partie moteur de jeu et l'interface de commande sont fournis par une console ou par un ordinateur PC dans lequel l'utilisateur a mis tout ce qu'il fallait comme carte graphique et comme environnement. Ça peut être les volants qu'on rajoute sur les PC ou des choses comme ça. Et donc tout ça c'est basé sur le PC et le software. Les consoles de jeu, c'est un énorme marché avec les PlayStation et Xbox. Et ça se base sur des machines qui sont extrêmement puissantes et qui disposent de propriétés graphiques, de calculs graphiques qui sont extrêmement puissants. Et ça vise particulièrement un public de hardcore gamers, c'est-à-dire de joueurs qui sont capables de passer beaucoup de temps sur un jeu. Donc les durées de vie des jeux, ça dépasse 20-30 heures d'utilisation. Et par contre, ça a un prix, c'est que souvent les jeux peuvent dépasser 70 €, ou 100, enfin, plus de 100 dinars en tout cas.
Et alors après, il y a eu des nouveaux systèmes qui sont arrivés, tels que la Wii ou tels que la Kinect, qui permettent de pouvoir viser un autre public. Mais globalement, la base est la même, c'est-à-dire qu'il y a un device qui est un ordinateur qui est très puissant et que l'utilisateur doit acheter. Et après, il doit acheter des jeux avec. Et généralement, la sortie graphique, bah, c'est la télévision de la personne, le moniteur, ou un grand écran qu'on déploie chez soi. Les smartphones sont arrivés sur ce marché en mêlant la sortie graphique qui est sur le smartphone. La commande, c'est en touchant le smartphone qu'on peut agir sur le joueur. Et le marché du smartphone, du jeu sur smartphone a explosé en se basant sur les App Store qui permet à n'importe qui de pouvoir créer son jeu et de pouvoir le déposer facilement. Avec ce type de système, les développeurs de jeux et les studios de jeux sont parvenus à pouvoir diffuser leurs jeux de manière extrêmement facile, alors que dans le précédent système, il fallait passer par un distributeur, il fallait pouvoir être vu et pouvoir être vendu dans des magasins, donc ce qui forcément ne permettait pas à n'importe qui de pouvoir produire son jeu. Avec le smartphone, et avec l'App Store, on a des success stories qui sont des gens qui ont déposé des jeux alors qu'ils ont fait chez eux le soir après les heures d'école et puis qui sont devenus des succès tels que finalement ils ont pu partir sur leur start-up sur ces sujets-là. Donc Rovio et Angry Birds, c'est un exemple classique de jeux qui sont bâtis par une toute petite structure de une ou deux personnes et puis qui finalement a explosé à un tel point que maintenant c'est devenu une grosse entreprise qui fait bien plus que du jeu vidéo. Le cloud gaming là-dessus, il arrive avec une idée différente qui est que à la maison, la personne elle va avoir juste la sortie graphique, donc qui peut être la télé ou qui peut être, à la limite c'est en dehors du champ du jeu, et puis il y aura besoin d'une interface de commande. Donc, mais ça peut être très simple, ça peut être une petite télécommande comme ça. Et en fait, le fait que le moteur de jeu va être situé dans le cloud va permettre de s'affranchir du matériel qui est sous-jacent. C'est-à-dire que les gens ne vont pas avoir besoin, les utilisateurs, les joueurs ne vont pas avoir besoin d'acheter du matériel pour pouvoir faire tourner leur jeu sur leur machine. Donc a priori, on devrait pouvoir faire tourner sur ce système-là à la fois des jeux pour hardcore gamers, parce qu'on aura beaucoup de capacités de calcul dans le cloud et qu'on va pouvoir réaliser des choses qui sont uniquement de l'ordre de la console, et on va aussi pouvoir faire plein de petits jeux classiques comme on les fait aujourd'hui avec des jeux comme Candy Crush. C'est là-dessus que je vais parler aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, à m'interrompre. Interactif. Donc ça c'est le slide le plus simple de ma présentation, pas le plus simple du monde mais quasi. C'est-à-dire qu'il y a un joueur, il y a une télé, il y a un data center et entre les deux il y a Internet. Et pour que le système puisse fonctionner, on va récupérer les actions de l'utilisateur, les commandes, le contrôle des utilisateurs sur sa petite télécommande. Ces actions-là vont transiter jusqu'au data center. Et le data center, lui, ce qu'il va envoyer, c'est un flux vidéo qui correspond à l'action du jeu. Le principe du cloud gaming, ça va se reposer là-dessus. Donc on ne va pas... Il n'y a aucun calcul qui est fait ici. Zéro. Aujourd'hui, ce qu'on voit souvent, c'est que le data center, il fournit des informations. Le game server fournit des informations et là il y a un calcul qui est fait pour pouvoir rendre l'information sur la télé. Avec le cloud gaming, on a juste besoin d'avoir une télécommande qui parle avec l'internet et d'avoir une télévision qui est capable de recevoir, ou une télévision ou n'importe quel type d'écran qui est capable de recevoir une vidéo et de la jouer. Donc jouer une vidéo maintenant, toutes les télés qu'on achète peuvent faire ça. Avoir une télécommande qui permet d'envoyer des informations sur internet, c'est pas le plus compliqué. On peut utiliser le smartphone sans doute pour le faire. On n'a pas, enfin, le marché à ce niveau-là est encore assez libre. Alors, vu comme ça paraît assez attractif. On se dit, on n'a plus besoin d'acheter des choses. Donc, alors, il y a beaucoup d'avantages.
Alors, je vais développer les avantages sur, d'un côté, les game développeurs, parce que c'est une communauté de développeurs qui est extrêmement importante, et puis après sur les joueurs aussi, parce que si l'industrie, on voit des avantages, on voit aussi des avantages pour les joueurs. Le premier avantage que les développeurs de jeux voient, c'est que ça va permettre de pouvoir combattre la piraterie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, vu que le jeu tourne dans un data center, on va avoir un contrôle qui va être facilité. C'est-à-dire que la personne qui va vouloir jouer au jeu, il va falloir qu'elle s'inscrive et qu'elle arrive sur la plateforme et qu'elle puisse atteindre le jeu, il va falloir qu'elle montre patte blanche. Et donc on va éviter d'avoir des systèmes tels que des jeux sont copiés et répliqués sur d'autres ordinateurs. Les jeux vidéo ont plutôt mieux résisté que les autres économies du spectacle en termes de piraterie. Mais là, on va avoir du coup, avec le système de cloud gaming, un contrôle parfait, on va dire. Alors, un des problèmes pour les game développeurs, pour les développeurs de jeux vidéo, c'est que jusqu'à présent, il fallait qu'ils développent des jeux vidéo pour les PC, puis pour une PlayStation, pour Xbox, et puis pour tous les différents outils qu'il y avait. Et puis dans les PC, il y avait des gens qui avaient des cartes graphiques Nvidia, des cartes graphiques, tout un tas de choses très très différentes, des architectures très différentes, des OS qui sont très différents. Et pour le développeur de jeu, ça nécessite à chaque fois de devoir développer des petits patchs pour permettre au moteur de jeu de pouvoir fonctionner correctement. Ici, le moteur de jeu, il tournera, ce qui est la partie la plus difficile, le moteur de jeu il tournera dans le cloud, donc dans des machines virtuelles qui sont configurables et qui sont définissables à peu près de manière standard. Alors on va voir plus tard que ce n'est pas complètement vrai aujourd'hui, mais globalement, ce qu'on se dit, c'est que ça va faciliter le développement parce qu'on aura besoin de faire qu'une seule instance, qu'un seul programme pour le moteur de jeu et que ce seul programme pourra tourner sur tous les types de devices qu'ils pourront utiliser. Tant que le device peut jouer une vidéo, c'est bon. Donc a priori, on aura une grande facilité, on n'aura pas besoin de faire du cross-platform development. Un des points qui est souvent utilisé dans les jeux vidéo, c'est qu'on a besoin de sortir les jeux vidéo assez tôt sur le marché. Et puis après, on a envie de rajouter des petites choses au fur et à mesure, des nouveaux monstres, des nouveaux niveaux de jeu, des nouveaux levels, des interactions supplémentaires avec les autres joueurs, des systèmes de réseaux sociaux, des systèmes de... Enfin, il y a plein de choses qu'on veut rajouter au fur et à mesure que le jeu se développe. C'est des choses parfois où les développeurs se disent dès le départ, ah tiens, ça serait bien si on rajoutait ça, et puis mais bon, on manque un peu de budget, donc on va voir si le jeu fonctionne déjà, et puis si le jeu fonctionne à ce moment-là, on travaillera pour l'améliorer. Donc maintenant, avec les jeux sur Facebook, les jeux sur Facebook, les joueurs ont l'habitude de ça, de voir des jeux qui sont upgradés, et puis du coup qui offrent des fonctionnalités supplémentaires. Mais les jeux qui sont sur PlayStation, aujourd'hui, quand on les achète, ils sont figés. Alors après, on peut faire des patchs pour les améliorer, il y a des systèmes pour améliorer ça. Mais là, on va pouvoir avoir, avec le cloud gaming, quelque chose qui est extrêmement facile, c'est-à-dire que le joueur ne va même pas savoir que ça a été upgradé, c'est en arrivant sur la machine qu'il va voir qu'il y a des nouveaux niveaux. Et ça va être extrêmement facile pour le développeur de pouvoir rajouter des nouvelles fonctionnalités à son jeu. Puis le point qui arrive derrière, c'est que tout ça est un peu dirigé par le business. Et en fait, dans le monde de la télévision, on voit qu'il y a beaucoup de nouveautés. Dans le monde de la VOD, on voit qu'il y a beaucoup de nouveautés. Et il y a notamment le modèle Netflix qui est de plus en plus fort dans les pays où c'est sorti, où globalement l'offre c'est VOD illimité pour une dizaine d'euros ou pour 12 euros. Donc là, les compagnies de jeux imaginent aisément des systèmes dans lesquels on pourrait avoir un forfait 15 euros pour pouvoir jouer tout le mois autant de jeux qu'on veut. Et donc on pourrait changer de jeu, parce qu'en fait une des difficultés quand on est joueur, c'est qu'on est obligé d'être attentif à toute l'actualité des jeux pour savoir quelles sont les reviews, est-ce que les gens ils aiment bien les jeux, après parce que ça coûte quand même cher à l'achat, et des fois on achète et puis finalement on est un peu déçu, ça ne correspond pas à un jeu qu'on voulait, ou on reçoit un jeu en cadeau et finalement c'est pas un jeu qu'on apprécie beaucoup. Les jeux qui coûtent cher nécessitent de devoir faire
de devoir faire des achats qui sont inconsidérés, on va dire. Alors que quand on a une offre qui est basée sur l'abonnement, on peut se permettre de pouvoir jouer autant qu'on veut à des jeux très très différents. Et ça, c'est quelque chose qui va se développer et qui commence déjà à arriver. Alors pour les joueurs maintenant, le premier point, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'acheter du hardware. Je ne sais pas comment vous faites, mais je me pose toujours la question de savoir s'il faut que j'achète une PlayStation ou une Xbox. On passe un temps fou à lire des reviews pour savoir, et puis on est obligé de faire un pari sur l'avenir. On est obligé de se dire, alors est-ce que les jeux Xbox vont bien se développer? Parce que si jamais c'est un flop, le système, je vais acheter une console qui coûte cher, et puis du coup je vais pas pouvoir jouer avec, il n'y aura plus de nouveaux jeux, ça va être nul. Donc là, on est obligé de parier. Là, tout ce qui est hardware, alors je ne parle pas des gens qui ont des PC et qui doivent rajouter des cartes graphiques au fur et à mesure sur leur PC pour pouvoir upgrader leur PC au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux jeux qui arrivent. Ça, c'est des choses qu'on n'a plus tellement envie de voir en tant que joueur. Et donc, le cloud gaming permet de s'affranchir de ça, et ça, c'est une énorme avancée. Un point du cloud gaming qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer sur des clients légers, donc on va pouvoir jouer a priori à partir de n'importe quel type de device. Donc ça peut être un smartphone, une tablette, ça peut être des petits devices comme ça. Donc ça, c'est quand même l'avantage de pouvoir jouer à des jeux qui sont complexes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer à des jeux dans lesquels il y a énormément de calculs, énormément il y a une grande complexité. Aujourd'hui, les jeux qu'on a sur les smartphones, c'est vraiment des jeux très très simples. Et puis un troisième avantage qui revient souvent, c'est ce qu'ils appellent le Follow Me Gaming. Donc il parlait de Follow Me hier aussi, Tariq. En fait, là c'est pareil, on joue chez soi dans son salon devant son grand écran, et puis il faut qu'on parte, il faut qu'on se déplace. À ce moment-là, on peut faire passer le jeu sur le petit écran et on peut se déplacer et on peut se suivre. Alors il va falloir que Tariq travaille un peu plus pour que les jeux ils nous suivent aussi dans l'infrastructure réseau, mais ça c'est une autre question. Mais en tout cas, en termes de fonctionnalité, ça devient possible de pouvoir jouer sur différents types de devices et de pouvoir du coup pouvoir jouer en mobilité à des jeux complexes tout en gardant la session ouverte. Donc ça c'est des choses qui... ouais, c'est dur. Ça paraît pas facile. Mais ça fait partie des objectifs de ces choses-là, et c'est aussi parce que c'est dur qu'on est là pour travailler. Donc c'est ça qui est bien, quoi. Quand il y a un challenge, au moins on sait pourquoi on est là. Alors peut-être que vous avez d'autres, peut-être que ceux qui ont levé la main en disant qu'ils étaient joueurs, peut-être qu'ils ont peut-être qu'ils voient d'autres avantages. Est-ce qu'il y a des développeurs de jeux vidéo ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont développé leurs jeux vidéo? Même un petit jeu en projet, un truc comme ça, non? Un peu? Un des mineurs? Ouais. Pas Tetris. On peut imaginer des Tetris en cloud gaming. C'est un peu too much peut-être. En infrastructure. Vous n'avez pas à Subcom d'options développeurs de jeux ou des choses comme ça? Alors les options développeurs de jeux sont extrêmement populaires. Quand on sort un projet qui est sur des jeux vidéo, on a toujours plein d'étudiants qui arrivent pour essayer de le faire. Ça marche bien. Alors tout ça, ça paraît bien attractif, donc on se dit il doit y avoir du business et ça doit déjà marcher. Et en fait, il y a eu des tentatives. Et les deux tentatives les plus célèbres, c'est OnLive et Stream My Game. Elles sont célèbres parce qu'elles ont vraiment capoté, quoi. Ça n'a pas marché. Alors elles étaient peut-être trop tôt. Alors OnLive, c'était une start-up qui était extrêmement prometteuse. Ils avaient commencé à embaucher plein de monde. Et ils se sont bankrupt, quoi, donc ils ont fait faillite. Ils étaient sans doute un peu trop tôt sur le marché, tous les joueurs attendaient la sortie des consoles de jeu l'année suivante, enfin il y a beaucoup d'explications, il y a eu des magouilles aussi visiblement, j'en dirai pas plus. Stream My Game, c'est un système qui permettait de pouvoir jouer à partir d'un ordinateur, c'était pas vraiment cloud, c'était peer-to-peer plutôt, c'est-à-dire que c'était le jeu était hébergé sur un PC d'une autre personne. Et donc c'était communautaire, on pouvait dire ah bah, mets ton jeu sur mon PC puisqu'il n'est pas utilisé et puis après tu me payeras, il y avait un système de paiement, mais le système de paiement justement n'était pas très bien fait. Et ça n'a jamais vraiment décollé, c'est le genre de système où il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui participe et qui contribue, quoi. Alors on pourrait se dire ça c'est pas bon quoi cette affaire, si les entreprises qui y vont ne parviennent pas à s'en sortir, c'est qu'il doit y avoir des problèmes. Alors en fait
est une entreprise japonaise et qui a été achetée par Sony, très cher, et il y a 2 ans. Et au début, la plupart des analystes ont trouvé que c'était un achat qui était inconsidéré, beaucoup trop cher. Et en fait, ils ont utilisé, à la sortie de la PS4, de la PlayStation 4, ils ont utilisé Gaikai pour pouvoir jouer les jeux de la PlayStation 3. C'est-à-dire que les jeux de la PlayStation 3, ils sont joués dans le cloud avec le système de Gaikai. Et pouvoir jouer à des jeux de PlayStation 3, c'est un énorme avantage commercial. Parce qu'on achète, les gens qui achètent des PlayStation 4, ils disent « Ouais, moi j'ai acheté plein de jeux très chers de PlayStation 3 et je pourrais plus y jouer maintenant. » Et donc tout ce qu'on appelle backward compatibility, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et ce qui est bien, c'est que ces jeux-là, ils sont un peu moins demandeurs en puissance et en énergie que les jeux PlayStation 4. Et donc c'est un peu plus facile de les jouer. Et en fait, le système de Sony, la backward compatibility, ça fait partie des... Il y a beaucoup d'analystes qui pensent que ça fait partie des points principaux de la légère victoire de la PlayStation 4 contre la Xbox. Et donc, du coup, maintenant, quand on regarde l'achat de Gaikai il y a 2-3 ans, qui était quelques millions de dollars, on se dit, et finalement, c'était peut-être un move c'était peut-être un bon achat qui valait le prix. Mais bon, ça reste difficile à dire. Et en fait, très récemment, il y a 3 mois, 4 mois, je crois, Xbox a sorti, Microsoft a sorti son système Live Cloud, qui permet de faire la même chose et qui permet aussi de jouer des jeux modernes avec des features qui sont intéressantes. Donc quand même les 2 gros principaux producteurs de jeux vidéo incorporent du cloud gaming dans leur système aujourd'hui et ils utilisent ça comme argument commercial pour pouvoir vendre leurs outils. Et il y a des nouveaux acteurs qui rentrent dans le marché, alors ça c'est extrêmement intéressant, je pense, d'un point de vue business, mais je ne suis pas business analyst, donc je ne vais pas faire un grand discours là-dessus. Mais il y a Nvidia, qui est le leader des GPU, des cartes graphiques, qui se lance aussi dans ce sujet-là. Alors il y a toute une histoire sur les cartes graphiques et les data centers, dont je parlerai un peu plus tard. Et ils ont sorti Shield, qui est en fait un système pour pouvoir jouer, pour envoyer les commandes. Et donc normalement, Nvidia commence à devenir un vendeur de hardware pour des jeux vidéo. C'est-à-dire que les jeux vidéo, il y avait Nintendo, Sony et Microsoft, c'est les 3 gros principaux vendeurs. Et maintenant, on voit d'autres types de vendeurs qui arrivent, Nvidia, qui arrivent avec des outils, des data centers et des petites commandes et qui parviennent à pouvoir faire des systèmes qui sont a priori sinon performants. Alors eux, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent prendre des jeux de toutes les autres plateformes et ils peuvent les mettre dans le cloud et ça marche, quoi. Donc ils sont un peu moins, enfin ils ont tous les avantages de ça. Donc ça va être très intéressant de voir dans le futur proche comment ce type d'offre va évoluer et comment le marché va évoluer sur ces sujets-là. Est-ce que quelqu'un a une PlayStation 4 et utilise le système de backward compatibility? Non. Ou qui a une Xbox? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui utilise ces systèmes-là de... J'ai une PlayStation 4, mais j'ai déjà Va vite chez toi, va vite. Viens nous dire comment c'était. Non, personne? Moi, je suis abonné au service PlayStation Plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, les jeux, tu peux jouer des anciens jeux, quoi. Mais normalement, tu peux jouer à des anciens jeux, tu vas voir ça. Alors, la principale question, le principal souci qu'on se dit, c'est mais c'est pas possible, quoi. Parce que quand on joue à un jeu vidéo, on est à fond en action, et s'il faut aller dans le data center et revenir, il va y avoir un temps de latence qui va être trop grand. Et du coup, on va faire une action et on va attendre 1 seconde pour voir la réponse, on se sera fait tuer. D'ailleurs, pareil que je disais hier, que quand on jouait contre un ordinateur à distance, on se faisait tuer en permanence, et ça c'est quand même pas très plaisant. Alors on va essayer d'analyser ça parce que c'est quand même un peu c'est un peu difficile. Alors, ce qui intéresse les joueurs, c'est le temps de réponse.
Et donc le temps de réponse, c'est le délai entre le moment où l'action a été faite sur la commande, c'est-à-dire je shoot, et le moment où on voit l'action sur l'écran. Alors c'est assez difficile à mesurer. Quand on essaye de faire des systèmes qui sont comme ça, il faut qu'on mette en place un mécanisme pour pouvoir mesurer finement le moment où on appuie sur un bouton et le moment où l'action se passe. Alors il y a des systèmes qui ont été développés pour qu'on a un peu triché, on a rajouté des éléments dans les vidéos qu'on mesure avec des caméras pour pouvoir mesurer ce temps-là. Mais déjà c'est quelque chose qui n'est pas facile en fait. Mais bon, le point c'est ça, il faut qu'il y ait un temps de réponse qui soit le plus faible possible, quoi. Alors comment on fait une action? On va essayer de décomposer ce qui se passe. Comment on fait une action? L'action, déjà, elle circule entre ma télécommande, là, mon truc, jusqu'à ma home gateway, jusqu'à ma set-top box. Là, il se passe un petit peu de temps. Alors, les études, alors j'ai rajouté ça quand même parce que les études ont montré qu'il y a énormément de latence perdue au niveau de la set-top box, au niveau de la home gateway. C'est-à-dire qu'il y a un papier de IMC il y a 2-3 ans là, qui montrait que sur certains réseaux, il y avait la moitié du temps qui était perdu au niveau du buffering entre la home gateway et puis le premier DSLAM. Donc souvent il y a de la perte à ce niveau-là. Donc après il faudrait voir si on peut parler avec l'opérateur pour réduire ce temps-là, faire moins de buffering. Mais en tout cas ça va devenir quelque chose d'important. Alors en termes de, si on parle de réseau cellulaire, on est là en interaction avec la station de base. Et donc la station de base, normalement ça se passe pas mal, il n'y a pas de garantie, mais après il faut faire tout le système, Saving Gateway, Big Gateway, tout ça. Donc ça peut prendre du temps aussi, enfin en tout cas il y a ce temps-là qu'il faut compter. Même si dans les réseaux mobiles c'est quand même un peu mieux contrôlé, je dirais. Après ça passe sur Internet, parce qu'il faut aller jusqu'au data center. Donc là, ça dépend de la connectivité du réseau d'opérateurs, enfin de l'opérateur réseau, avec le reste de Internet et de où est placé le data center. Alors on espère que le data center soit le plus près possible de nous dans l'Internet, qu'on n'ait pas besoin de passer par des points de peering qui peuvent être aussi des points de congestion avec des gros buffers qui peuvent produire beaucoup de temps. Et puis on arrive enfin au premier routeur, au front-end serveur du data center. Et là, entre le front-end serveur du data center et la machine virtuelle qui héberge vraiment le jeu vidéo dans sa machine physique, il peut se passer un petit peu de temps. Globalement ici, là, le temps qui est là, il est pour l'instant très très faible. Mais bon, on peut voir, on peut peut-être grappiller aussi une millisecondes à ce niveau-là. Alors ça y est, on est dans le data center, on a trouvé notre machine virtuelle, on a trouvé notre moteur de jeu, on est content. Le moteur de jeu, lui, il faut qu'il calcule qu'il utilise qu'il prenne en compte l'action du joueur et qu'il l'intègre dans son jeu. D'accord? Donc ça peut prendre du temps en fonction de si le jeu est bien programmé ou pas. D'accord? Il y a des actions qui peuvent être complexes, donc qui peuvent produire beaucoup de choses. Et puis l'action du jeu, elle a une action sur le jeu, et le jeu il est dans un état donné, et l'action va produire un changement, et donc là c'est tout ce qui concerne le changement d'environnement du jeu, qui est un élément fort aussi. On y reviendra à chaque fois pour tous ces points-là. Et puis après, il faut commencer à faire le calcul de qu'est-ce que ça va être la sortie vidéo du jeu. Donc quand c'est de la 3D, il faut reconstruire le rendering graphique, il faut reconstruire la scène 3D, il faut reconstruire un peu tout cet environnement-là. Quand on en est là, normalement, quand on jouait sur un jeu vidéo normal, ce qui était sorti, ça sortait directement sur l'écran. C'est-à-dire que la sortie calculée du jeu vidéo, elle arrivait sur l'écran avec un câble, et sur le câble, il passait la vidéo en non compressé et qui arrivait directement sur l'écran du joueur. Mais là, on va passer sur Internet. Donc on ne va pas pouvoir distribuer des jeux qui sont à 50 mégabits seconde ou 80 mégabits seconde. On ne va pas pouvoir se permettre d'envoyer des vidéos qui ne sont pas compressées. Donc il faut compresser la vidéo. Donc compresser la vidéo, on sait faire, hein, c'est ce qui se passe tous les jours sur Internet. Donc il faut encoder la vidéo, et donc ça prend un peu de temps. C'est ça un peu le problème.
Quand on arrive là, il faut repasser dans le réseau. Alors je vous ai fait grâce de tous ces petits passages-là, hein, mais en gros il faut repasser par le front-end serveur, et puis il faut retraverser l'Internet, et puis il faut arriver jusqu'à la gateway elle a son buffer, et puis ça finit par arriver chez nous. Et on n'a pas fini parce que là il faut pouvoir décoder la vidéo. Et quand on a fini de décoder la vidéo, on peut enfin l'afficher sur l'écran, et ouf, ça y est, on a fait le tour. Alors la question de savoir, c'est est-ce que ça, c'est un temps de réponse qui est acceptable pour l'utilisateur? Donc ça c'est le point. Alors après on a vu qu'il y avait du business derrière, donc bon, on peut quand même aussi faire des efforts pour essayer de travailler là-dessus. Mais a priori, quand on voit comme ça, on se dit, ouh là là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il va falloir de l'ingénierie et de la recherche. Ça tombe bien. Alors il y a du travail à faire au niveau du réseau. Il y a de la latency, il y a du temps il y a du délai qui est vraiment dépendant de ce qui se passe dans le réseau. Donc là on a besoin d'ingénieurs réseau et de chercheurs en réseau. On a de la latency qui est due au moteur de jeu. Là on a du traitement l'utilisation des ressources, des calculs graphiques, on a plein de choses qui nécessitent de devoir travailler. Donc là, on a besoin de software développeurs et de gens qui sont capables de produire du graphisme important. Et on a du temps de latence qui est dû à l'encodage et au décodage de ma vidéo. Aujourd'hui, on sait faire de l'encodage et du décodage, mais on n'a jamais voulu gagner des millisecondes. On n'a jamais été extrêmement pressé sur ce point-là. Aujourd'hui, quand on fait de l'encodage vidéo en masse, on encode pour des services de VOD, on fait ça la nuit, ça dure des heures, c'est pas très grave. Là maintenant, je vais faire ça en 4 millisecondes. Qu'est-ce que je peux faire en 4 millisecondes? Ça c'est un sujet qui concerne tous les gens qui font de la vidéo. Donc il y a plusieurs corps de métier, je dirais, qui ont besoin de travailler pour permettre d'avoir au global un temps de latence, un temps de réponse qui soit suffisamment faible pour que le jeu soit acceptable. Question. Quand le T4 monte en haut, le T4, il y a une raison pour laquelle il monte T4, descend. Pourquoi ça monte comme ça? Non, il y a T1 plus T2, T3, mais il n'y a pas de T4. Oh, parce que le T1 il est... Ouais, parce que c'est une vision d'artiste du temps de latence dans le réseau et que du coup ton esprit cartésien a eu raison de mon esprit bas. Non mais c'est que la petite, tu vois ici c'est T1 en fait, ça passe par des gateways et on va mettre T4 là aussi. Un bon point pour... Vous avez une autre remarque sur ce graphique? Vous pouvez y aller, c'est pas... Bon alors la question qu'on se pose c'est alors c'est quoi le temps de réponse, hein, c'est quoi le temps acceptable? Après tout, hein, peut-être que c'est faisable. Peut-être qu'on accepte, accepte un temps de latence qui est très fort en fait, et que du coup on n'a pas besoin de faire trop de recherche parce qu'on peut déjà faire des choses. C'est exactement ça qu'on se pose comme question. Donc en fait ça dépend, c'est le type de question, quel est le temps acceptable pour un jeu? Qui accepte la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du genre du jeu. Donc il y a deux types de jeux principalement. Il y a deux grandes familles de jeux. Il y a des jeux qui sont omnipresent games. C'est des jeux dans lesquels en fait on a une vision très globale du système. C'est des jeux style SimCity, des jeux comme ça, dans lesquels on voit le monde entier, on peut se déplacer sur une carte, et puis on peut faire des actions comme ça. C'est omniprésent. Et puis il y a des jeux qui sont basés sur des avatars. Donc là on contrôle un humain ou un avion, enfin n'importe quel type de choses. Et les avatars, là on les contrôle avec la manette. Donc c'est nous. Donc il y a forcément beaucoup plus d'immersion dans les jeux basés sur les avatars que dans les jeux qui sont omniprésents. D'accord ? Et alors dans les jeux qui sont avec les avatars, il y a deux types de jeux. Il y a les jeux où on est le joueur.
donc on est vraiment complètement immergé. Donc bientôt on aura, je pense, les lunettes et puis on sera dedans et on jouera. Et donc là, on shoot, quoi. Donc là, on veut voir les choses qui arrivent direct. C'est ce qu'on appelle des first person games. First person games. D'accord. Et puis il y a des jeux qui sont des third person. C'est-à-dire que là, en fait, on voit l'avatar qui est devant nous. Et alors quand on joue au foot, par exemple, sur un jeu comme ça, souvent on est en mode third person. Quand on joue au jeu de voiture, parfois on peut se mettre dans la voiture pour être vraiment dans la voiture, et puis parfois on préfère avoir une vision un peu en dehors de la voiture et en contrôle de la voiture qu'on voit. Et alors là j'ai mis une petite image de quelqu'un et là on contrôle son joueur et puis on peut sortir et puis se déplacer. Ce qu'on appelle un third person games. Les omnipresent games, ça ressemble à ça, c'est des trucs qui sont avec des cartes globales. Et donc il y a 3 types de jeux vraiment très très différents les uns des autres. Et en fait ce qu'on a observé de tests subjectifs, c'est qu'ils avaient des besoins en temps de réponse qui étaient très différents. Alors il y a un monsieur à l'université de Worcester qui s'appelle M. Claypool, c'est un professeur. Et ce professeur, il a fait des tas de mesures et il en est arrivé avec une sorte de loi, enfin c'est moi qui appelle ça une loi, qui est que, en gros, ce qu'on accepte comme temps de latence, quand on joue à un first person games, ce qu'on accepte c'est 100 millisecondes. 100 millisecondes, au-delà de ça, on commence à avoir les choses qui se dégradent. Quand on joue à un third person games, on a une tolérance qui est beaucoup plus forte, en fait, bizarrement, même si pourtant on joue par exemple dans un jeu de voiture, passer d'une first person à une third person, c'est pas très grave, a priori. Et l'important, en fait, ça fait une différence en termes de temps de réponse acceptable. Mais les jeux omniprésents, lui il dit on peut aller jusqu'à 1 seconde de délai, mais c'est pas très grave. Alors 1 seconde quand même, c'est un peu beaucoup maintenant, les gens réduisent ce point-là. Alors pour pouvoir faire ça, ils ont mesuré des choses, ils sont revenus sur l'expérience un peu la même que celle dont Tariq parlait hier, qui était qu'ils ont mesuré la performance du joueur. Et ils se sont rendus compte que les joueurs, ils étaient plus ou moins performants en fonction du temps de latence qu'il pouvait y avoir dans le système. Et que quand ils jouaient à un first person games, ils avaient en gros une courbe comme ça, qui est que alors, le gris, c'est quand ça commence à devenir limite. Les joueurs qui sont bons, ils commencent à noter ça vraiment très fortement là, et les joueurs qui sont pas très bons, ils commencent en dessous. Tout ce qui est en dessous là, c'est pas bon. Et c'est pas bon, et ça s'est reflété comme étant quelque chose que les joueurs qui ont joué avec ce temps de réponse, ils n'ont pas réussi à finir le niveau, ils n'ont pas réussi à passer entre les grilles en voiture, ils se sont fait dégommer avant de pouvoir commencer à faire quelque chose d'autre. Enfin, c'est vraiment ça. Et le claim de M. Claypool, c'est de dire si on n'est pas performant, on ne va pas être content, globalement. Et donc, ce qui est acceptable, c'est d'avoir à peu près ces zones-là. Alors maintenant, en fait, il y a eu d'autres études qui ont été faites, notamment en Allemagne. Et on est plutôt sur du 100, mais on peut dire 120 ici, sur du 300 ici et sur du 500 ici. On sent qu'il y a quand même de la demande. Alors, c'est dur ça. 100 millisecondes pour faire le tour. Alors, il y a d'autres facteurs qui sont à considérer. Déjà, il y a des jeux qui sont un peu entre tout ça. Il y a des jeux qui sont un peu first person, mais qui sont aussi des jeux omniprésents. Et donc, ça devient compliqué. D'accord ? Il y a des jeux pour lesquels il y a des systèmes d'immersion qui sont plus ou moins grands. A priori, quand on est sur un smartphone, on peut tolérer un temps de réponse qui est supérieur à quand on est sur une télé qui fait 2 mètres de large en face de nous. D'accord ? Sans parler des Oculus Rift et des trucs de réalité virtuelle. Je pense que quand on sera dans la Google Glass là, en train de jouer à un jeu vidéo, là le temps de réponse, ça a intérêt à être rapide. Sinon on va pas être content. Et puis ça dépend aussi du niveau du joueur. Il y a des joueurs professionnels qui jouent à StarCraft et qui font 8 actions par seconde, c'est ça? Ou 10 actions par seconde. Donc là, si c'est 500 millisecondes, déjà, c'est pas possible. Quoi. Donc ça marche pas. Quoi. Donc s'il y a des gens professionnels, on va quand même faire des choses qui sont enfin, on va avoir des besoins de temps de réponse qui sont bien supérieurs à quand c'est moi qui joue, par exemple, parce que je suis pas très mauvais.
plus loin quand on va un peu plus loin dans l'analyse, on se rend compte que dans des jeux, il y a des actions qui sont différentes. Par exemple, quand on est dans un avatar first person, là, quand on est en train de jouer à des jeux style Counter-Strike, là, et ben, il y a des moments où on est un sniper, donc on est caché derrière sa porte pendant pas mal de temps, et puis on sort, on shoot et on se recache. Là, on veut un temps de réponse, c'est à la milliseconde, quoi. Quand on envoie des grenades, c'est un peu moins grave. Alors ici, il y a des choses qui sont la deadline. Est-ce que c'est important que l'action ait été reçue par le joueur rapidement ou pas? Et est-ce que c'est important qu'il y ait une précision sur l'action qui est donnée? D'accord. Donc quand on lance une grenade, on n'a pas un gros besoin en deadline, on n'est pas à 200 millisecondes près. Alors que quand on est un sniper, on est à demi-millisecondes près, et enfin, il faut qu'on fasse vraiment attention. Et en fait, dans tous les jeux, on imagine, mais ça c'est vraiment le cadre de la recherche, on imagine qu'on va pouvoir classifier les actions comme étant des actions qui sont très prioritaires et des actions qui ne sont pas très prioritaires. Et avec ces systèmes-là, on va peut-être pouvoir améliorer la prise en compte des actions. Alors pas dans le réseau, je pense, mais au moins dans le data center et au niveau du moteur de jeu. On a peut-être des choses où on va pouvoir dire, attention, là, il y a une action sur laquelle on nécessite d'avoir un peu de priorisation. Et ce qu'on voit apparaître au fur et à mesure, c'est qu'il y a des actions qui viennent de jeux de Avatar third person qui vont nécessiter d'être traitées avant des actions qui viennent de Avatar first person. Et en fait, on a cette classification entre les jeux, elle n'est sans doute pas totalement complète. Il faut sans doute aller un peu plus loin dans les détails pour pouvoir vraiment prendre en compte une priorisation. Et alors les tout derniers articles qui parlaient de l'importance de classifier les actions des jeux, ils ont commencé à parler de l'impact aussi. Et en fait, ils se sont rendus compte que les joueurs, ils voulaient avoir des temps de réponse très faibles pour des actions qui sont très importantes. Et par contre, pour des actions qui sont lire le grimoire, dans une action d'aventure, on peut se permettre d'attendre une seconde ou deux, c'est pas très très grave. Et donc, on va devoir prendre en compte l'impact des actions pour pouvoir savoir si ce sont des actions qui sont vraiment importantes ou pas. Alors du coup, on arrive à des histoires où on se dit il va peut-être falloir standardiser, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont produits, standardiser le système d'action dans les jeux pour pouvoir avoir des traitements qui vont être différenciés, soit dans le réseau, mais surtout dans le data center. Alors, si on résume ce que j'ai dit sur le temps d'acceptance, là, quelle est la target, là, quelle est la cible en termes de temps de réponse? Le moins, c'est le mieux. Hein, si on arrive à avoir du 100 millisecondes pour tout le monde, eh ben, ça se passera bien. Ce qu'on tolère quand même à peu près, c'est des temps de réponse qui sont entre 100 et 150 millisecondes. On se dit, avec ça, on va quand même pouvoir satisfaire la plupart des joueurs. Il y a peut-être certains joueurs professionnels qui vont être frustrés, mais dans l'ensemble, la population va être heureuse avec ça. Il y a des jeux pour qui 300 millisecondes, c'est largement suffisant. Donc on n'a pas besoin de les placer très très près dans le réseau. Et on va avoir peut-être besoin de standardiser ou moins de réfléchir à comment classifier les actions en fonction des joueurs, et on va pouvoir peut-être faire des choses avec ça pour gagner quelques bits. Qu'est-ce que vous en pensez? « 150 millisecondes, du coup, entre 100 et 150 millisecondes pour vous, alors c'est faisable? C'est dit que le shooting sniper, c'est à la milliseconde près, donc 100 millisecondes, ça peut paraître un peu beaucoup, non? Ça va être génial. Ceux-là, il faudrait les faire baisser à 80 millisecondes. Autant que possible. Et à 80. En tout cas, faire des temps de réponse différenciés en fonction des actions. Ça, c'est un sujet d'exploration qui est intéressant.
Donc eh ben, il va falloir aller à la chasse aux millisecondes. Allons à la chasse aux millisecondes. Prenons chaque élément de notre longue chaîne de modules et de temps de latence et grappillons, parce qu'il n'y aura pas de miracle, on ne va pas réussir à faire les choses différemment. Alors le problème qu'il y a, c'est que les joueurs, en termes de vidéo, ce qui est très embêtant, c'est que les joueurs, en termes de vidéo, ils sont très demandeurs, ils sont très exigeants. En termes de résolution de la vidéo, on parle de 1080p, comme ça. Donc c'est de la haute définition. Ça existe déjà depuis la PlayStation 3, hein. Donc on peut déjà faire des jeux en 1080p en haute définition depuis longtemps. Maintenant, les gens qui ont acheté des PlayStation 4, ils s'attendent à avoir de la haute définition, ils n'ont pas acheté une machine à ce prix-là, et surtout des jeux à ce prix-là pour pouvoir avoir des gros carrés à l'écran. Donc maintenant les gens ils ont des grandes télés, hein, donc du coup ça va avec. Le gros problème, déjà ça c'est un problème, hein, c'est qu'on va devoir envoyer de la vidéo, on va devoir parler de vidéo haute définition, donc on n'est pas à bout de nos peines. Le gros problème c'est que les joueurs ils ont surtout des temps un nombre de frames par seconde qui est extrêmement élevé. Donc la plupart des jeux maintenant on peut régler le nombre de frames par seconde et en fait le calcul par la fonction par défaut, c'est 60 frames par seconde, 60 trames par seconde. C'est-à-dire qu'il y a une trame tous les 16 millisecondes. Donc, sachant que la télé, c'est 25, 30, YouTube, c'est 20, 25. Donc là, on est sur des gens qui veulent qu'on fasse 3 fois plus de frames par seconde par rapport à des vidéos classiques, peut-être qu'on peut les faire habituellement. Donc ça pose problème. Il va falloir générer de la trame à très haute vitesse et de la trame haute définition à très haute vitesse. Ça c'est difficile. Et puis un autre problème, c'est que les scènes de jeux vidéo sont de plus en plus complexes parce que les jeux vidéo sont extrêmement beaux et donc du coup il y a des jeux qui sont dans des paysages qui sont un peu hors du commun et ça ce sont des scènes qui ne sont pas du tout des scènes qui sont telles qu'avant on disait que les jeux vidéo c'était des scènes générées un peu comme des dessins animés avec des trames, avec des aplats de couleurs qui étaient très faciles à encoder. Et en fait aujourd'hui, non, on est sur des choses qui sont complexes et qui sont extrêmement dynamiques et qui sont donc un peu difficiles. Alors il y a toute une partie du monde qui travaille aujourd'hui sur le screencasting. Le screencasting c'est en temps réel réussir à encoder l'image qu'il y a sur notre ordinateur. Donc c'est utilisé par les gens qui font qui enregistrent leur présentation par exemple et qui veulent en garder une mémoire. Là, la personne qui est là, elle utilise un screencaster sans doute. Alors je ne sais pas lequel elle utilise, mais il y a un qui est assez connu et qui s'appelle Open Broadcast Software. C'est celui qui est le plus utilisé a priori par les gens qui utilisent des systèmes tels que Twitch, c'est-à-dire qui capturent au fur et à mesure leur système. Donc il faut, pour pouvoir screen capter, il faut pouvoir capturer la vidéo, d'accord ? Il faut pouvoir encoder la vidéo et il faut pouvoir après la mettre dans des paquets pour pouvoir l'envoyer dans le réseau. Donc toutes ces actions-là prennent du temps et ce qu'on va utiliser pour pouvoir diffuser la vidéo dans un système de cloud gaming, ça va se baser sur un système de type screencasting. Ce qui tombe bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, donc du coup il y a un intérêt et il y aura sans doute des progrès qui vont arriver au fur et à mesure. Est-ce que c'est la même technologie utilisée par Chromecast et Apple TV? Exactement. Alors il y a eu un papier très très récent qui faisait la comparaison entre tous les différents screencasters actuels commerciaux. Et par exemple, il montrait que Apple TV, ils avaient 500 millisecondes de temps de latence. Donc 500 millisecondes, avant même de commencer à faire toute la chaîne, on a déjà perdu. Donc on n'y arrive pas. Par contre, il y a d'autres screencasters qui ont des performances qui sont assez bonnes. Je vais en parler juste après. Là, ici, voilà. Donc là, c'est une plateforme qui s'appelle Gaming Anywhere. C'est une plateforme qui est produite par une équipe taïwanaise qui est vraiment excellente sur le sujet du cloud gaming. Et eux, ils ont mis en place un screencaster qui est vraiment orienté délai. Donc ils essayent de diminuer
passer pour pouvoir produire une vidéo. Donc ils ont basé ça sur plusieurs jeux. Il y a Batman, il y a... je sais plus, et, non, je sais plus, mais des jeux qui sont des jeux classiques. Jeux, et en fait ils ont... Là il y a tout ce qui est processing, c'est-à-dire le temps qui a été passé pour capturer et pour pouvoir encoder et paquetiser. Et là, il y a le temps à l'arrivée pour pouvoir décoder, pour pouvoir envoyer. D'accord? Et en fait, ils ont fait les mesures sur leur vidéo, et ils ont vu qu'il y avait besoin de à peu près entre 6 et 10 millisecondes pour pouvoir simplement copier ce qui se passe sur l'écran, pour le copier en mémoire. Donc déjà, là, on perd un peu de temps. Ensuite, il y a à peu près 5 millisecondes pour faire des conversions de format, pour pouvoir passer tous les différents tests. Après, il y a environ 15 millisecondes d'encoding. Donc de l'encoding, alors là c'était du 720p, mais c'était il y a 2-3 ans, donc en même temps maintenant je pense que c'est encore bon. D'accord? Et après on a deux petits millisecondes qui sont perdus pour le mettre dans les paquets et pour l'envoyer sur le set buffer et puis pour le faire partir sur TCP ou en UDP. Donc en gros, quand même, on est aux alentours de 30 millisecondes pour pouvoir produire la vidéo et pour pouvoir la mettre dans un format qu'on va pouvoir envoyer dans le réseau. Donc là, on perd un peu de temps, je dirais. À l'arrivée, on va avoir besoin de 1 à 2 millisecondes de buffer. Et donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas de buffer en fait. Donc c'est quand même quelque chose de très différent par rapport à ce qui se passe dans les vidéos aujourd'hui. Mais là, on dit on n'a pas de temps à perdre avec ce genre de trucs, il faut que ça arrive, c'est traité. On a 6 millisecondes pour pouvoir décoder. Alors ce qui est bien, c'est que le décodage, il prend un temps à peu près constant, et l'encodage, il prend un temps à peu près constant aussi. Et on a aussi 6 millisecondes qui sont perdues pour pouvoir se mettre pour pouvoir l'afficher sur l'écran. Donc là, ça va dépendre des écrans, ça va dépendre des technologies qu'on utilise. Sur un iPad, ça va peut-être être plus rapide que sur une télé. Enfin, ça va, on ne sait pas trop là. Et peut-être qu'on va avoir besoin de se différencier aussi en achetant des télés qui vont vite pour calculer ce genre de choses. On est quand même aux alentours de 15 millisecondes pour pouvoir décoder la vidéo. Enfin, pour pouvoir jouer la vidéo. Donc en gros, on est quand même sur quelque chose qui va durer 45 millisecondes pour toute la partie latence due à la vidéo. Aujourd'hui. Alors on peut essayer de grappiller, mais... Est-ce qu'il y a des spécialistes vidéo dans la salle? Il y a des gens qui font des études vidéo un peu poussées ou encodage, framing, non? J'aurais bien aimé avoir un expert. On a une autre plateforme qui existe, qui est développée par l'université Simon Fraser à Vancouver, qui s'appelle Rhizome. Et cette plateforme, elle est toute récente par contre, là, donc State of the Art. Et eux, ils ont encodé, ils ont fait du screencasting avec des différents types de résolution. 720p, c'est haute définition, enfin c'est SD, et puis 1080p, c'est HD, haute définition. Et ils arrivent aujourd'hui, il y a des temps de calcul pour le screencasting qui sont entre 13 et 20. Donc là, on est quand même plus performant. Et pour ça, ils ont dû aller taper dans les décodeurs et les encodeurs hardware. Donc ça commence à devenir un peu plus compliqué. Surtout que des encodeurs hardware dans les data centers, aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais demain, il y en aura peut-être. Il y a tout un pan de recherche qui est sur se dire, de toute façon, les vidéos screencasting, on n'y arrivera pas. Enfin, on n'y arrivera pas. Le temps qu'on va passer pour faire ça, il est constant. On n'arrivera pas à gagner beaucoup de millisecondes. Comme on voit, on est là, c'est 20 millisecondes pour produire des trames. Bon, ça va être difficile de faire plus rapide que ça. On va peut-être gagner 1 ou 2 millisecondes, mais c'est pas là qu'on va gagner un temps énorme. Donc du coup, ils se disent, plutôt que d'essayer de gagner sur du screencasting basique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser les informations du Game Engine, du moteur de jeu, et les intégrer dans l'encodage vidéo pour pouvoir gagner du temps
sur l'encodage. Et là, on va peut-être pouvoir varier les efforts. Donc il y a un des trucs qui se passe, c'est qu'une grosse partie du temps de l'encodage vidéo, les 16 millisecondes et le décodage 4 millisecondes, qui était basé sur, qui est dépensé sur le Motion Estimator, MI. C'est quasiment tout l'encodage vidéo qui est basé dessus. Et en fait, ce qu'ils se disent, c'est que si on peut utiliser des informations qui sont sur les objets qui sont situés dans le jeu, et si on peut utiliser aussi des informations sur la profondeur de carte, la profondeur de champ dans le jeu vidéo, on va pouvoir prioriser les actions et on va pouvoir diviser par, peut-être pas 2, mais quasiment, le temps passé sur le Motion Estimator. Et donc on va pouvoir gagner du temps par rapport à ça. Et pour ça, il faut quand même développer un encodeur spécial qui soit relié au jeu vidéo. Et c'est un peu comme pour les actions prioritaires ou pas, c'est-à-dire qu'on va devoir se dire qu'il faut réussir à avoir une forme de standard qui explique comment le jeu vidéo peut s'intégrer à un encodeur vidéo. Ça, c'est un peu la théorie. Il y a un deuxième point sur lequel on se dit qu'on va pouvoir progresser, c'est sur la complexité d'encodage. On se dit qu'il y a des objets ou des moments où la scène, on va pouvoir réduire la complexité en se basant sur les informations du jeu vidéo encore. On va pouvoir dire, cette partie de la scène là, elle n'est pas très importante, donc ne perds pas de temps à faire ce genre de choses et va directement à l'essentiel qui est là où l'action s'est passée. Par exemple, le sniper, il va viser à un endroit, et donc on va pouvoir, à ce moment-là de la scène, parce qu'il faut aller très très vite, on va pouvoir se dire, ok, la scène, on va réduire la complexité de tous les objets qui ne sont pas liés directement au sniper. On va pouvoir garder une précision uniquement sur la zone dans laquelle il y a le sniper qui shoot. On va pouvoir gagner les 5-7 millisecondes qui permettent d'avoir un niveau de vie qui est satisfaisant. Ça, c'est compliqué quand même. Vous avez des questions sur ces sujets-là ? Ce sont des sujets qui sont un peu pointus, je dirais. Je discutais avec mon collègue, l'objectif c'est plutôt la réduction du temps de jeu. Temps de réponse. Voilà. Donc en fait, il y a une petite analogie avec les liaisons par satellite où on démontre qu'on peut mettre 3 satellites autour de la Terre, séparés de 120 degrés pour couvrir toute la Terre, 36 000 km de la Terre. Alors, comment on fait pour... Est-ce que les opérateurs de jeux vidéo mettent des data centers comment pour couvrir tout le monde, pour réduire ce temps-là? Est-ce que ça marche comme ça? Exactement. Parce que, à ma connaissance, en Tunisie, je ne sais pas s'il y a encore des data centers pour des vidéos, mais il y en aura peut-être. Mais celui qui est en Amérique, qui peut jouer sur un jeu qui est basé en Australie. Ah non, ça ne marchera pas ça. Ça ne marchera pas. En Australie, non. Ça va être la suite de la présentation. Parce que là, je décompose chacune des briques. On a vu la target, c'était 100-150 millisecondes. On a vu que la vidéo, ça va faire 40 millisecondes. D'accord? Et qu'on va avoir du mal à aller plus bas. Là, je voulais aller sur la latence des jeux vidéo elle-même. La latence dans la partie data center. Et puis après, il y a la partie réseau. Et la partie réseau, c'est celle qu'on connaît le mieux. On est tous les gens du réseau ici, donc ça tombe bien. Donc on va faire un focus plus grand sur la partie réseau pour savoir ce qui se passe. Mais c'est ça la question, c'est ça l'idée. Pardon, donc la limite, ça reste la distance physique. Ah, il y a un bout de distance physique qu'on ne va pas pouvoir... il va falloir qu'on ait des data centers le plus près possible des joueurs, sinon ça va être... on va perdre du temps. Mais distance physique ou après la connexion entre les réseaux, tout ce qui est buffer dans les réseaux, tout ça, c'est des choses qui impactent quand même pas mal à l'avance. Vous avez des questions sinon ou des observations, des remarques Tolérance pas.
bonne question. J'ai pas de réponse, je crois. Je sais que pour les jeux qui ne sont pas spécialement cloud, donc qui ne sont pas avec des transmissions de vidéo, il y a des systèmes de redondance et de checkpoint dans le serveur pour pouvoir revenir sur les positions perdues et pour pouvoir faire repartir le jeu avec un état qui est satisfaisant. Mais dans le cas précis du cloud, ça va pas être possible facilement de pouvoir faire ce genre de choses. Donc il va falloir tolérer quand même un moment de reconstruction. Il va falloir aussi faire des systèmes de backup dans lequel il y a un moteur de jeu qui va être dans une machine virtuelle qui va tourner principale, et puis il va y avoir d'autres moteurs de jeu qui vont tourner à côté pour pouvoir prendre la main à la place. Je ne connais pas de recherche sur ces sujets-là. Je ne connais pas de système qui fonctionne comme ça actuellement. Est-ce qu'il y a des opportunités pour réutiliser les techniques actuellement en termes de social gaming, je sais par exemple le jeu de foot ou FIFA qui se joue entre deux personnes qui sont très loin de Mexico, ou je dirais peut-être plus loin vers des jeux encore plus complexes comme GTA, où tu peux rassembler une dizaine de personnes et tu vois les mouvements et toute la réaction des personnes en temps réel sur l'écran. Qu'est-ce qu'on pourrait réutiliser de ça? Aujourd'hui, pour tous les jeux multiplayer, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est un champ qui est largement ouvert. Un des points qui est intéressant et qui est vraiment de la prospective aujourd'hui, c'est d'avoir un seul game engine, un seul moteur de jeu pour plusieurs joueurs. Parce qu'aujourd'hui, les moteurs ce qui se passe, c'est que chaque joueur a son moteur de jeu à domicile et il reçoit juste des updates de la part du serveur. Et ça marche en multijoueur. Ils ont des problèmes de latence aussi, mais qui sont beaucoup moins complexes que ça, parce qu'ils n'ont pas de vidéo à produire. Ce qui est imaginable, c'est qu'on puisse faire tourner un seul game engine dans le data center et que ce game engine puisse produire des vidéos pour différents joueurs avec différents points de vue. Et ça, c'est de la science-fiction. Enfin, pour les développeurs de jeux vidéo, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est déjà qu'on a du mal à faire un jeu simple joueur comme ça, on va sans doute pouvoir faire des choses beaucoup plus complexes. L'autre point, c'est que si les moteurs de jeu, si on reste sur cette architecture exactement pareil, les moteurs de jeu ils vont être très proches les uns des autres dans un data center, et donc ils auront des temps de transmission d'informations qui seraient très faibles. Donc on peut peut-être faire des clusters de moteurs de jeu pour tous les gens qui sont les uns à côté des autres, et qui vont permettre de pouvoir faire des actions collaboratives. Mais j'ai pas vu beaucoup de choses sur ce sujet-là. C'est un sujet intéressant. Ça va être la dernière phrase de mon dernier slide. Ça va être là-dessus. Je l'annonce un teaser. Donc aujourd'hui, si on regarde les moteurs de jeu, il y a plein de jeux là différents. Et si on regarde combien de temps mettent les moteurs de jeu pour traiter les informations, on voit que ça varie en fait beaucoup. Il y a les first person shooters, il y a les je sais plus ce que c'est ça. Ça c'est adventure game, d'accord. Et il y a plein de différents jeux et c'est le temps que ça met pour pouvoir produire une information dans le jeu, quoi. Et le moteur de jeu, combien de temps il met pour réagir? C'est un peu une boîte noire le moteur de jeu, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. D'accord. Et donc ça va entre 14 et puis 135. Alors il y a des jeux, voilà, ils ont déjà mangé tout notre budget millisecondes, ils l'ont déjà mangé simplement pour faire tourner le truc. Donc ces moteurs de jeu là, clairement, Conviction, il va falloir qu'ils changent, hein, parce que là on peut pas tolérer un tel temps de traitement pour graphic rendering et puis game update, enfin toutes ces choses là, il faudra faire plus rapide. Mais on voit que les jeux qui sont déjà sur des systèmes qui sont très réactifs, on voit qu'ils ont quand même diminué pour être sur des valeurs qui sont quand même nettement plus appréciables. Malgré tout, hein, un moteur de jeu, ça va avoir besoin de temps.
15 millisecondes, bon, on verra. On verra. Alors, un des problèmes principaux de ces affaires-là, et c'est ça, on revient souvent sur ces sujets-là, c'est souvent la critique qui est faite par ceux qui font du data center, les gens qui font du cloud, c'est qu'aujourd'hui, dans les data centers, il n'y a pas de GPU. Il commence à y en avoir sur certaines machines, mais le principe d'un data center jusqu'à présent, c'est de dire que on va se baser sur des machines qui ne sont pas des machines puissantes, qui sont des machines commoditisées, comme ils disent, et qui sont des machines qu'on va pouvoir mettre dans des racks et qui vont pouvoir tourner et qu'on va acheter pas cher. Et c'est le fait d'en avoir beaucoup qui va faire marcher le data center. D'accord ? Or, le GPU, c'est des systèmes qui sont extrêmement pointus et qui coûtent très cher, et donc ça n'existait pas au début d'un data center. Aujourd'hui, Amazon commence à sortir des instances GPU. Il y en a d'autres qui commencent à sortir des instances GPU, mais c'est quand même pas la majorité. Alors, le problème, c'est que là, on va être sur des softwares qui vont se baser vraiment beaucoup sur les GPU. Alors, on va se baser sur des machines virtuelles ou bien sur des containers. Partons sur l'hypothèse que ce sont des machines virtuelles. Alors, il y a des technologies qui sont... le cloud, ça marche parce qu'il y a des technologies qui sont bien développées pour pouvoir créer des machines virtuelles, pour pouvoir les supprimer, pour pouvoir les migrer d'une machine physique à une autre. Ça, on a appris à faire. D'accord ? Un autre point qui est essentiel dans tout ce qui est cloud computing, c'est qu'on peut mettre plusieurs machines virtuelles par machine physique. Et donc on peut consolider les ressources. Ça, c'est le point principal qui permet de pouvoir faire quelque chose d'élastique. D'accord ? Donc on a besoin de machines virtuelles, on a besoin de faire tourner des machines virtuelles. Or, les machines virtuelles et le GPU, ça ne marche pas très bien. Traditionnellement, quand on fait tourner des machines virtuelles, plusieurs machines virtuelles sur des architectures avec du GPU, on a des performances qui se dégradent vraiment beaucoup, en partie parce que le GPU, le bottleneck, le groupe d'étranglement du GPU, c'est la connexion entre la carte GPU et le CPU à travers un memory bus. Et c'est ça qui ne va pas suffisamment vite. Et quand on a des machines virtuelles qui sont du côté du CPU, on a du mal à bien gérer le groupe d'étranglement du memory bus, et du coup on a des mauvaises performances en termes de GPU. Le deuxième point, c'est qu'un GPU, ça marche très bien quand on lui envoie une instruction et qu'on peut diviser cette instruction en milliards de petits processus qui font des calculs. Or là, quand on a plusieurs machines virtuelles qui commencent à arriver en même temps sur les cartes GPU, et ben, elles vont avoir des problèmes pour pouvoir se partager cet espace de GPU. Donc on arrive à des choses qui sont un peu moins efficaces. Ça, c'est dans l'ancien temps. Ça, c'est il y a 2 ans, dans le passé. Aujourd'hui, on a des nouvelles technologies qui s'appellent des pass-flow GPU qui permettent de pouvoir faire des meilleures performances. Ça, c'est la théorie. Parce qu'elles permettent de pouvoir faire un mapping entre les machines virtuelles et du bout de GPU. Et elles permettent d'avoir des nouvelles technologies qui arrivent, dont la technologie de NVIDIA Grid, et qui permet de pouvoir faire fonctionner le GPU avec plusieurs machines virtuelles plus facilement. Alors là, c'est la théorie sur les machines virtuelles. Donc, et sur le GPU, maintenant, il fallait voir si ça marchait vraiment pour de vrai. J'arrive pas à voir. Là, c'est pour montrer un peu la différence qu'il y a pu y avoir dans les années entre 2011 et 2014. Le bare metal, c'est quand on fait tourner, le jeu vidéo tout seul sur une machine, avec du CPU, du GPU, et on le fait tourner et on voit comment ça se passe. Et on voit que là, par exemple, sur ce jeu, Doom 3, en 2011, on arrivait à produire 126 frames par seconde. On ne va pas vouloir faire ça, mais on sait qu'on est capable de pouvoir faire 126 frames par seconde en allant à fond avec la machine. D'accord ? On mettait le jeu dans une machine virtuelle, de base,
Et là, on n'arrivait plus à faire que du 39 frames par seconde. Donc le simple fait de mettre un jeu dans une machine virtuelle, toutes les performances commençaient à se dégrader, simplement parce que la machine virtuelle avait du mal à gérer l'API avec l'interface avec la GPU. En 2014, tout ça a progressé, d'accord? Et donc quand on fait partir sur une machine qui est devenue plus puissante, maintenant on arrive à faire des 274 frames par seconde. Alors ça sert à rien, hein, mais on est capable de faire jusqu'à là. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que quand on met dans une machine virtuelle Zen 4.1, on a à peu près les mêmes performances. Donc là, on se dit, là on a franchi un cap. On est capable de mettre des moteurs de jeu dans des machines virtuelles et de les faire tourner sur des machines si elles ont du GPU pass-through dernière génération. En tout cas, ce qui était considéré jusqu'à présent comme un gros désavantage, un gros point faible des systèmes cloud gaming, maintenant on se dit, en fait, on va pouvoir réussir à le faire. On va sans doute gagner. On prend d'autres jeux, là, Imaging Sanctuary, et c'est pareil. En fait, avant, on avait une dégradation très nette des performances, simplement en mettant dans une machine virtuelle. Maintenant, on arrive à des performances qui sont quasiment identiques. Donc on arrive à quelque chose qui est quand même pas mal. Alors après, on sait que maintenant, quand on fait tourner dans une machine virtuelle, ça se passe bien. Mais maintenant, est-ce qu'on fait passer plusieurs machines virtuelles, ça se passe bien aussi? Et donc la réponse est oui. On peut mettre par exemple 1, 2, 3 instances, on regarde combien de trames par seconde elles sont capables de fournir en temps réel, avec un système simplement sans virtualisation et avec des machines virtuelles, et on voit qu'en gros on arrive à avoir les mêmes performances, c'est-à-dire qu'on est capable de produire à peu près le même nombre de trames par seconde qu'un système qui ne se base pas sur les machines virtuelles. Ce qui signifie qu'on va pouvoir faire tourner les machines virtuelles dans les data centers et on va pouvoir utiliser l'élasticité des data centers pour faire tourner nos moteurs de jeu. On peut aussi mesurer en termes de watts, et on a aussi à peu près le même genre de choses, c'est-à-dire que la production d'énergie entre le système, simplement en faisant tourner les 3 instances du jeu sur la machine et en les mettant dans des machines virtuelles séparées et cloisonnées, on a une consommation de watts qui est très légèrement supérieure quand on utilise les machines virtuelles, la virtualisation, mais pas tant, je dirais. Donc c'est pas une catastrophe. Donc là, on lève un gros lièvre, mais ce problème lié au cloud gaming, qui était lié à la virtualisation et l'utilisation du GPU dans les data centers, il est derrière nous, mais il nécessite des infrastructures qui sont extrêmement modernes, parce que si on se base sur des GPU d'il y a 2 ans, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que NVIDIA pousse dans cette direction et que NVIDIA a créé NVIDIA Grid, qui sont en fait des data centers qui disposent de tout ce qui est virtualisation et de machines avec des GPU qui tournent parfaitement optimisés pour ça. Donc je résume cette partie-là, d'accord? On n'a pas encore parlé de temps de latence dans le réseau, mais on va y arriver. 40 millisecondes pour encoder et décoder, on n'arrivera pas à faire mieux. De 15 à 50 millisecondes pour faire tourner le jeu vidéo lui-même sur la machine. Là, on est à peu près bon. Donc, on a déjà dépensé 50 à 80, on va dire, millisecondes sur notre budget. Il ne reste pas beaucoup. Mais il nous reste quand même un petit peu. On ne désespère pas, on va y arriver. Ce qu'on se dit, c'est qu'on va devoir travailler beaucoup pour gagner quelques gains, pour faire quelques petits gains de millisecondes, là, grappiller les petites millisecondes qui nous manquent. Donc, faire de l'adaptive streaming, prioriser les actions, faire des jonctions entre le moteur de jeu et l'encodeur vidéo, faire des processus qui permettent de pouvoir mieux faire tourner plusieurs machines virtuelles sur un même ordinateur. On va peut-être réussir à gagner des millisecondes par-ci par-là, mais peut-être qu'on pourra avoir quelque chose à la fin qui ressemblera à du 25 ici et du 10 là. Je suis ambitieux. Ou je suis un doux rêveur peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, si on pouvait gagner une quinzaine de millisecondes, ça nous soulagerait parce que maintenant on va parler des réseaux et là c'est vrai. Pour ceux qui travaillent sur ces sujets-là,
un slide que j'ai fait spécialement. On peut jouer avec Gaming Anywhere. C'est une plateforme taïwanaise, c'est open source, on peut y aller. Alors Ubiquitous, c'est une plateforme aussi Worcester University. Et cette plateforme-là, ce qui est bien, c'est que le moteur de jeu intégré dedans, c'est Unity 3D, et c'est le moteur de jeu qui est le plus utilisé par les développeurs de jeux. Et donc on va pouvoir faire des interactions, on va pouvoir travailler sur les interactions entre le moteur de jeu et puis le reste de la plateforme. C'est une plateforme qui est toute neuve et qui est encore vraiment niveau alpha, je dirais, mais on peut déjà s'amuser dessus. Unity 3D, c'est quand même un système qui est assez sympa à utiliser. Si vous développez un peu, c'est assez rigolo. Et puis Rhizome, alors Rhizome, ce qui est bien, c'est qu'ils s'intègrent à des data centers extérieurs. C'est aussi open source, c'est Simon Fraser University. Et ils s'intègrent à des data centers existants et ils s'intègrent à NVIDIA Grid. Donc on va pouvoir faire aussi des petits tests et des petits calculs pour voir comment ça se passe. A priori à moindre frais, enfin, parce que c'est open source. Après l'utilisation, la réservation des ressources NVIDIA Grid, je ne sais pas comment ça marche. Mais les gens d'NVIDIA sont assez... pour ce que j'en sais, ils sont assez réactifs. Je fais une petite pause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, aussi des remarques. Pour le nombre de machines virtuelles, je ne sais pas si on va y venir par la suite ou revenir. Non. Donc vous dites que c'est assez intéressant dans le sens où ça permet de réduire un peu le temps de calcul, tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient dans l'utilisation des virtuelles machines? Est-ce qu'on peut utiliser autant qu'on veut? Déjà, il y aura certainement un problème côté coût économique pour avoir des machines virtuelles, mais est-ce qu'on peut vraiment avoir autant de machines qu'on veut pour pouvoir résoudre ce problème de latence? Ah bah ça va être Il n'y dur. a pas eu d'études sur l'optimisation dans le nombre de machines justement à placer, ou est-ce qu'on est libre de choisir ce qu'on veut? Est-ce que, à ma connaissance... Machine physique ou machine virtuelle? Je parle des machines virtuelles. Ouais. Bah, il y a une machine virtuelle par joueur. Oui. Et donc il faut essayer de réduire le nombre de machines physiques nécessaires pour pouvoir servir un joueur. Aujourd'hui, on a une machine virtuelle, une machine physique, et puis on fait un mapping 1-1, donc c'est vraiment pas bon, ça coûte beaucoup trop cher. Et donc l'objectif, on arrive à faire tourner jusqu'à 3 jeux sur un serveur de data center assez puissant. Donc simplement 3 joueurs, c'est pas beaucoup. Il va falloir viser 6, 7 quoi, si on veut commencer à rentrer dans des normes acceptables en termes de coût. A priori, c'est un peu ça qui avait plombé OnLive il y a 2-3 ans, c'est qu'ils faisaient tourner une machine virtuelle, enfin un joueur égale une machine physique, et ça leur coûtait beaucoup trop cher. Pour le côté pratique, on n'a pas encore vraiment de déploiement réel, on va dire. Il y a des trucs privés, Gaikai. Eux, ils font Microsoft. Si vous avez des amis chez Microsoft, vous pouvez leur demander de vous ouvrir leur data center pour savoir comment ça gère. Parce que tout à l'heure, vous parlez aussi du fait qu'on va placer les joueurs par rapport au data center, c'est important. Donc, plus ils sont éloignés, plus c'est plus possible de jouer. Donc voilà, est-ce que ça a été déployé dans ce sens-là? Est-ce que les cloudlets n'aident pas un petit peu à résoudre le problème justement Bah, c'est ça le sujet en fait. Hein. Enfin, c'est ça le sujet, c'est ça le point. Il faut pouvoir réduire la question de coût, va nécessiter de devoir trouver le bon placement de serveur, le bon placement de machines virtuelles, pouvoir placer le plus de machines virtuelles sur les machines physiques qui sont proches des joueurs. Et ça va nécessiter de faire des choix, et là-dessus, ça va être un peu la suite. Mais c'est ça la grande question. Mais pour que cette grande question-là soit vraiment importante, il fallait que tout le reste soit bon. Là, on voit aujourd'hui que tout le reste, on y arrive à peu près. Déjà, c'est pas mal. On y arrive et on a besoin d'une cinquantaine de millisecondes pour faire tout ça, mais bon, 50 millisecondes, c'est raisonnable, disons. On peut s'en tirer, quoi, par rapport à la cible de 100-150 millisecondes. Maintenant, c'est là que les ingénieurs réseau rentrent dans la bataille, et on attend d'eux qu'ils soient intelligents. C'est dur. Lourd de charge.
des questions, vous avez des remarques, vous arrivez à suivre à peu près, ça va? Alors, est-ce qu'on va réussir Est-ce que l'infrastructure cloud aujourd'hui parvient à supporter les temps de latence tels qu'on les vise? En gros, 80 millisecondes. Quel est le pourcentage de joueurs qui peuvent jouer aux jeux vidéo? Alors, on va dire dans les conditions excellentes. Les conditions excellentes, on a dit que c'était pouvoir avoir un temps de réponse de 100 millisecondes. Pour avoir un temps de réponse de 100 millisecondes, comme on l'a vu, il fallait avoir une quarantaine de millisecondes de temps de réponse réseau. D'accord? Ah, c'est mieux. Et puis les conditions qui sont bonnes. Les conditions qui sont bonnes, c'est 80 millisecondes. 40 millisecondes et 80 millisecondes de temps de latence réseau, c'est ce qu'on essaye de viser. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a fait? Je vous présente des choses qu'on a faites il y a 2-3 ans. On a reprogrammé un client peer-to-peer BitTorrent. Et on a récupéré des adresses IP de gens qui étaient en train d'utiliser BitTorrent aux USA. On ne l'a pas vendu à des boîtes qui cherchaient à lutter contre la piraterie, mais on aurait pu. Et on s'est dit, on a récupéré 2500 adresses avec lesquelles on a réussi à communiquer en leur envoyant des pings et tout ça. Et principalement, on se dit, bon, c'est des machines qui sont utilisées à domicile, donc c'est à peu près les mêmes machines que les joueurs vont utiliser pour jouer aux jeux vidéo. Ça, c'est un claim qu'on nous dit, voilà. Si vous êtes contre, vous pouvez lever la main. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi, ça va. Et donc, il y a des joueurs un peu partout. Enfin, des gens qui utilisaient BitTorrent un peu partout, mais nous, on va dire que ce sont des joueurs un peu partout, dans le monde, voilà, enfin, aux USA. Alors on s'est dit, bon, admettons qu'on fasse tourner nos jeux vidéo dans Amazon, parce que c'est le data center le plus pratique, hein, le plus classique, et ils ont ces gens-là. Alors on est sur les USA parce que c'était quand même compliqué. La question par rapport à l'Australie est difficile. Là, on s'est dit, donc, ils ont 3 data centers, un à Portland, un en Virginie, donc c'est dans le sud-est, et un en Nord-Californie. Les deux là, ils sont quand même assez proches l'un de l'autre parce que Portland c'est l'Oregon, c'est. Voilà. Alors on s'est dit voilà, on va mettre une machine virtuelle, on va acheter une machine virtuelle dans chacun des data centers d'Amazon et on va mesurer le temps de latence pour chaque client, pour chaque adresse IP, on va mesurer le temps de latence RTT entre le data center et puis ce client-là. Sur les 3 data centers. On va prendre celui qui est le data center qui est le plus proche, on va prendre la plus petite, on va le faire 10 fois, et puis comme ça on va avoir une mesure du temps de latence. Alors je vous présente les résultats. Ici c'est le pourcentage de la population, enfin le pourcentage, le ratio de la population qui va être couverte, d'accord, dans un temps de latence donné, en millisecondes. Donc nous, nos références, c'est 40 millisecondes et 80 millisecondes. Ça, c'est notre target, quoi, notre objectif. Et bien avec Amazon ici tout, on arrive à ça. Alors, ça augmente au fur et à mesure. Hein. Il y a plus de gens qui sont couverts. Il y a quelques personnes qui sont couvertes en moins de 15 millisecondes, donc tant mieux pour elles. Donc, elles pourront jouer dans les conditions optimales. Enfin, optimales. Elles pourront jouer avec un temps de réponse qui va être de l'ordre de 50 millisecondes. Donc là, c'est les plus proches du data center. On ne sait pas comment ça se passe, mais sans doute qu'ils ne sont pas loin des data centers, parce qu'en termes simplement de temps de transport sur le câble, déjà, voilà, ils sont sans doute à Portland. Voilà. Ils ont de la chance d'avoir en plus une excellente connexion avec le data center. Ou peut-être qu'ils jouent aux jeux vidéo dans le data center. À voir. Alors, ce qu'on observe, c'est ces 3 points-là. En gros, il n'y a qu'un tiers des joueurs qui peuvent jouer avec un temps dans d'excellentes conditions. Donc un tiers des joueurs
pas beaucoup quand même, hein. Quand on vend un service worldwide, on s'attend à avoir des meilleures performances. Et il n'y a que 2/3 des joueurs en tout qui jouent avec des conditions qui sont au moins bonnes, enfin qui sont bonnes. Donc 2/3 des joueurs, c'est quand même un peu la loterie. C'est-à-dire que si je m'abonne moi à ce système-là et que j'ai 1/3 de chance de ne pas être bien servi, je ne vais pas être content. Et puis il y a 1/10 des joueurs, 10%, qui eux, ils ne peuvent même pas jouer du tout, hein, parce qu'eux, ils sont sur les temps de latence qui sont au-delà de 150 millisecondes. Donc là, 200 millisecondes, on a vu, on peut jouer peut-être à quelques jeux comme ci, par-ci par-là, mais les jeux de casual gaming, c'est quand même pas très compliqué, quoi. Donc globalement, on est sur des populations qui sont couvertes, qui ne sont pas très bonnes. Et on est aux USA, là, hein, donc on est quand même un pays qui est censé être connecté avec les data centers qui sont là, chez eux, quoi. Et on parle d'Amazon, donc on est aussi sur un truc qui est censé être performant en termes de temps de latence. Donc c'est pas très bon. Alors on s'est dit, et si on mettait plus de data centers? Alors on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut avoir plus de couverture, il faut mettre des serveurs plus près des gens, il faut ce que disait aussi Tariq hier, quand on aura des data centers et des caches tout près, ça sera bon. J'avais une question par rapport à ici. Alors ici, si je comprends bien, vous avez utilisé des connexions Internet classiques. Est-ce que vous avez expérimenté en utilisant la Direct Connect de AWS, la fibre qui est établie entre un nœud n'importe où aux États-Unis et le data center avec un débit de 1 gigabit pratiquement? Non. Non, on a ouvert une machine virtuelle dans le data center d'Amazon et on a ouvert une connexion TCP sur l'adresse IP qu'on avait et on a laissé Amazon gérer le système. On ne sait pas par quelle topologie il est passé, on ne sait pas comment il va gérer son affaire, mais a priori on a ouvert une connexion et là on a mesuré le temps de latence pour le on check, qui est a priori plus rapide, enfin qui est a priori une bonne mesure du RTT, quoi. Mais on n'a pas utilisé, non, on n'a pas utilisé. Non. Donc on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui se passe si on rajoute des nœuds? Là on a 3 nœuds Amazon. 3 nœuds Amazon, couverture de population en temps de latence pas suffisante. Raté. Donc là on va se dire, ok, on va rajouter des nœuds. Alors pour pouvoir rajouter des nœuds, on a pris les 44 nœuds Planet Lab, c'est-à-dire des nœuds qui sont dans les universités américaines et qui sont disponibles pour pouvoir placer des machines virtuelles et faire des tests. On s'est dit, prenons ces 44 nœuds et disons que c'est dans le data center. C'est à peu près possible. Donc là, pour chaque client, pour chacun des 2500 clients qu'on a utilisés, d'accord, on va mesurer le temps de latence entre ce nœud Planet Lab et ses clients. On va le faire 10 fois. Et après, on va se dire, ok, faisons l'hypothèse qu'on ait envie de déployer un système avec 12 data centers pour voir si c'est rentable. D'accord? Donc là, on dit K égale 12. Donc pour chacun des sous-ensembles de 12 data centers parmi les 44 qu'on a, on va choisir à chaque fois les temps de latence qui permettent de pouvoir savoir à la fin quel est le meilleur sous-ensemble de 12 data centers pour couvrir la population américaine. D'accord? On prend le meilleur. Donc ça nous a coûté énormément en temps de calcul parce que c'est un problème qui nécessite de devoir faire tous les tests, mais on a pris sur nous et on a attendu et on a eu le résultat. Alors on a toujours le ratio de gens qui sont couverts, d'accord? Mais ici on va faire augmenter le nombre de data centers. Pour dire Amazon on en a 3 data centers, qu'est-ce qui se passe si on en a 5, qu'est-ce qui se passe si on en a 15, qu'est-ce qui se passe si on en a 25? Et pour mémoire, on a mis ici le délai, c'est-à-dire que Amazon pour les 40 millisecondes, il atteignait 35%, et pour 80 millisecondes, il atteignait 68%. D'accord? C'est de l'extrapolation. Non, c'est le vrai calcul qu'on a fait. Ça c'est ce que nous on a mesuré tout à l'heure. La courbe qu'on a mesurée tout à l'heure, elle était là. D'accord? Et donc ce qu'on voit, c'est que globalement, quand on augmente le nombre de data centers, on a une meilleure couverture de la population dans les temps de délai raisonnables. Par contre, il y a un moment en fait où on n'y arrive plus.
C'est-à-dire qu'on augmente, ça augmente entre 12 data centers et 25 data centers. En fait, on va gagner 2-3% de la population. En fait, il y a toute une partie de la population qui est visiblement loin, qui est visiblement mal connectée, qui a visiblement des temps de buffer qui sont trop importants sur les routeurs, qui ont des choses qui sont... Par contre, si on vise les hardcore gamers qui veulent des conditions excellentes pour jouer, là, quand on augmente le nombre de data centers dans la population, là, on augmente quand même le nombre de gens qui sont servis dans de bonnes conditions, jusqu'à atteindre quasiment 60% de la population. Mais ça serait au prix d'utiliser 25 data centers. Alors 25 data centers, on peut me dire maintenant, les data centers, ça coûte pas grand-chose. Hier, on avait des photos où ils mettaient ça sur les parkings et tout ça. Sauf que, comme le faisait judicieusement remarquer madame, le faire tourner des jeux vidéo dans des machines, aujourd'hui on est sur un joueur, une machine physique. Donc si on veut couvrir la population comme ça, il va falloir des data centers qui sont quand même assez gros. Et donc là, les data centers qui tournent sur les parkings, ça risque d'être insuffisant. Quoique, il faut voir le nombre de gens qu'on peut couvrir. Globalement, on en est là. Donc on s'est dit, bon, c'est pas bon cette affaire, il faut qu'on fasse quelque chose d'autre, parce que 25 data centers c'est trop gros. Partons sur l'hypothèse de edge servers, de CDN, ou de systèmes, disons, plus peer-to-peer, dans lequel on va avoir davantage de machines disponibles, et on va vraiment tenter d'utiliser des ressources qui sont dans les edges du réseau, sur les bords du réseau. Donc là, on a dit, ok, sur les 2500 adresses qu'on avait, il y en a 1000 qui vont être des edge servers et il y en a 1500 qui vont être des gamers. Et voyons voir ce qu'on peut faire quand on a une population comme ça. Donc pour chaque client, on mesure le temps avec Amazon. On va dire que Amazon, c'est la base. Tous les gens qui peuvent être servis par Amazon, c'est très bien. Et on va essayer de toucher les gens qui sont prêts, qui ont des problèmes de latence. On va essayer de leur donner accès à des ressources qui sont juste à côté, pour avoir un système style distributed cloud là, et qui permet de marcher. Alors là, on revient justement sur des machines qui sont plus proches de l'esprit de ce qui a été présenté hier, c'est-à-dire que si on prend les data centers qui sont sur les parkings avec les solar plants là, bon, si on doit servir qu'une petite proportion des utilisateurs qui sont dans la région, on va être bon, quoi. Parce que la plupart, ils sont quand même servis par Amazon, 2/3 des gens peuvent être servis par Amazon, donc c'est quand même pas mal. Donc on mesure par Amazon, on mesure par rapport au edge server, on prend la sharpest latency, on le fait 10 fois, et puis on essaie de voir ce qui se passe. Donc ça, c'est le chiffre qu'on avait tout à l'heure. Le Amazon tout seul. Amazon tout seul, donc on revient, il avait 35% de gens qui étaient à 40 millisecondes, il avait 65% qui étaient à 80 millisecondes. Et donc maintenant, rajoutons tous ces petits data centers sur les parkings et tous ces petits gens qui sont partout autour. Et là, on arrive à des performances qui sont meilleures. En mélangeant, disons, des gros data centers qui sont situés dans les 3 coins des États-Unis et en rajoutant plein de petits data centers pour les gens qui sont plus mal connectés, finalement, on arrive à des performances qui sont meilleures. La performance, c'est qu'en fait, on arrive à multiplier par 2 la population des gens qui sont atteignables en 40 millisecondes et qui peuvent donc jouer dans des conditions qui sont supposées être excellentes. Et on augmente de 28% la population de gens qui sont servis dans des bonnes conditions et donc qui peuvent jouer au système. Surtout ce qui nous rend intéressant, c'est que là, on est à plus de 90% de gens qui arrivent à jouer. Donc plus de 90% de gens qui arrivent à jouer, ça c'est bien. Par contre, pour revenir à ta question tout à l'heure, là on n'a pas considéré les problèmes de placement des jeux, de placement des machines virtuelles et tout. On a juste mesuré, savoir est-ce que s'il y a un data center là, on peut le faire. Après, pour placer les machines virtuelles dans les data centers, c'est une autre affaire. Donc je vais résumer rapidement cette partie-là aussi, c'est-à-dire que tous les joueurs ne pourront pas être servis, il ne faut pas se leurrer. D'accord ? Un délai de transmission de 100 millisecondes, ça nécessite d'avoir énormément de serveurs dans les edge. D'accord ? Donc on espère que ça va coûter moins cher. Et pour répondre, tu vois, j'ai fait le slide rapidement après ta question, le placement des jeux, le placement des machines virtuelles, la gestion des ressources des data centers qui sont placés dans les edge et dans les data centers principales,
Ça va être clé pour pouvoir se différencier, pour pouvoir offrir des meilleures performances aussi. Donc on arrive à la conclusion. Alors, je voulais montrer des photos de... Ah, vas-y, excuse-moi. Ce que tu viens de dire, je ne sais pas s'il y a des plateformes pour pouvoir faire des tests justement sur les placements de joueurs, les placements de magasins. Est-ce qu'on peut tester des plateformes de test pour évaluer les performances justement, les délais, tout ça? Pas à ma connaissance, mais tu peux utiliser Planet Lab, quoi. C'est ce qu'il y a de plus, enfin, en termes d'infrastructure gratuite, ouverte et qui couvre une grande partie de la population et du réseau, c'est la plateforme qui est aujourd'hui, enfin qui est depuis assez longtemps d'ailleurs maintenant, la plus développée, quoi. Mais pour tout ce qui est Edge, là, tous les petits data centers dans les coins, là on n'a pas accès ou il faut réussir à faire quelque chose. Alors après, il faudrait voir avec des gens chez Amazon, chez Akamai, chez Amazon, chez Microsoft. Ils ont des CDN, et donc il faudrait avoir accès à leurs ressources dans le cadre d'un projet de recherche intéressant qui les intéresse, quoi. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Mais voilà, il n'y a pas de plateforme CDN ouverte, gratuite, à ma connaissance. Donc moi je voulais mettre des photos de... En fait, tout ce que j'ai dit là, je l'ai volé de manière effrontée et éhontée à des tas de gens qui travaillent tous les jours. Et je voulais quand même mettre leur tête. Et puis je voulais vous montrer qu'ils ont l'air sympathiques et que si vous voulez travailler dans cette communauté-là, welcome. Donc là c'est le monsieur qui fait Gaming Anywhere, c'est super sympa. Là, le gars d'Ottawa, il est rigolo aussi. Le gars avec les poules qui fait les temps de latence et qui, lui, il embauche tous les étudiants, il les met devant des jeux et les étudiants ils sont payés à jouer aux jeux vidéo pendant des journées entières. Dans des conditions qui se dégradent au fur et à mesure, mais c'est quand même sympa. Et puis, Samuel Slazer, je vais parler de Rhizome, GPU, NVIDIA Grid. Et puis Simula, Norvège, ils ont un gros centre, ils travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Ça, c'est des centres de recherche où ils ont des compétences très fortes sur ces sujets-là. Il y en a d'autres, mais c'était ceux qui ont produit les contenus qu'il y avait dans la présentation. Et en France, En France, il y en a plusieurs. Il y a moi, bien sûr. bien sûr. Non, je dirais qu'il y a deux personnes qui sont vraiment pointues aussi sur le sujet. Il y a Maha Abdallah qui est au Lipsis, UPMC, commencé par Pierre et Marie Curie. Et puis il y a Khalid Boussetta qui est à Paris 13. Paris 13. Et eux, ils travaillent sur les aspects net games, quoi, jeux vidéo. Je dirais que c'est les deux personnes qui sont les plus visibles sur ce sujet. Mais il y en a d'autres. Et donc, si en guise de... pour partir tranquille, si vous avez dormi pendant 2 heures et que vous vous réveillez maintenant, vous dites « Ah, c'est quoi ces slides, c'est quoi ce truc ?» Spécialement... Et il y a du business là-dedans, il y a des business, mais il y a beaucoup de business, mais il y a aussi beaucoup de défis en termes technologiques. Et donc on a besoin d'ingénieurs compétents, de chercheurs malins, tous ces gens-là. Le mot en scène, quoi. Ouais, voilà. Et il y a beaucoup de sujets de recherche à explorer en termes de réseau de delivery, le CDN, là, enfin une espèce alors le CDN, aujourd'hui, les machines qui sont dans les CDN, elles sont vraiment pas suffisamment performantes en termes de hardware pour pouvoir supporter les jeux vidéo. On a vu qu'il fallait du GPU de dernière génération pour pouvoir espérer pouvoir placer plusieurs machines virtuelles dans les jeux. Donc on est très loin de pouvoir utiliser les Edge servers d'Akamai qui sont des bêtes un peu plus loin. Donc il va falloir gérer et manager des réseaux qui sont beaucoup plus complexes. On va devoir parler de la virtualisation des jeux vidéo. On a vu que ça commence à s'améliorer, mais il va quand même falloir qu'on progresse sur ces sujets-là pour gagner les quelques millisecondes.
on voit qu'il y a aussi plein de choses qu'on va devoir faire pour gagner quelques millisecondes en essayant de standardiser un petit peu les jeux vidéo, en essayant d'utiliser des informations des game engines pour pouvoir améliorer l'encodage des vidéos. Et donc là, prioriser les actions, utiliser des informations, des métadatas qui seraient issus du jeu vidéo, ça pourrait permettre de pouvoir faire des choses. Et puis tout le reste, on a vu qu'on pouvait essayer de grappiller un peu partout, mais bon, après c'était le grappillage. Non, c'est pas non plus énorme. Et puis j'avais promis à monsieur qu'il y aurait une question sur les multiplayer. Aujourd'hui, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas grand chose sur les multiplayer. Et pourtant, les jeux qu'on joue sont souvent multiplayer, donc il va falloir qu'on offre ça aussi. Et c'est pas gagné. Comme je disais, il y a des opportunités là, de pouvoir faire tourner moins de machines virtuelles par joueur. Parce que si on peut faire tourner un seul game engine pour 4 joueurs par exemple, ça sera un énorme avantage, quoi. Donc ça on peut faire. Dans les jeux style Wii, il y a souvent l'image qui est divisée en 4. Donc on voit qu'on arrive à produire 4 vidéos différentes avec un seul moteur de jeu. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire avec ce système-là. Mais bon, on peut voir. Vous avez des questions? Soit de ce que Microsoft essaie de pousser maintenant par rapport à les jeux en réseau et l'apparition du cloud avec les cloudlets, où on rapprochera plus les capacités de calcul vers les utilisateurs en étant vraiment très très proche des capacités de calcul, par exemple carrément au réseau de collecte, des réseaux d'opérateurs ou le mobile edge computing. Je pense pas que c'est des solutions qui permettront de réduire un peu plus à l'avance que quand tu parlais au début de la présentation. Voici. Mais en fait, la difficulté, c'est qu'on est sur des calculs qui nécessitent des technologies qui sont hyper pointues. Et donc, il va falloir mettre des GPU Passthrough de NVIDIA dans les stations de base, quoi. Et il va falloir utiliser les architectures de virtualisation et les architectures de machines physiques qui sont dernière génération. Et ça, c'est pour espérer être à peu près dans les temps pour avoir un temps de latence. Donc il va falloir un cloudlet super boosté, quoi. Donc aujourd'hui, ça paraît pas très crédible. Au niveau du point de collecte, ça paraît pas crédible de pouvoir installer des machines avec le niveau de sophistication qui est nécessaire. Dans quelques années, oui. Dans quelques années, ce sera possible. Mais on peut déjà imaginer aussi plein de scénarios un peu différents dans lesquels, par exemple, il y ait, alors peut-être pas dans les campus, parce qu'on n'est pas censé jouer des jeux vidéo dans les campus, mais dans les hôtels, dans les hôpitaux, tout ça, là on peut mettre des serveurs qui sont dans les infrastructures du building et qui permettent de pouvoir gérer, qui avec un petit data center, eux ils sont peut-être capables d'investir pour avoir un data center suffisamment performant, c'est juste un rack parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de joueurs qui jouent en même temps, là ça pourrait marcher. Mais pour ce qui est du mobile, le problème c'est du génie civil, quoi. C'est de pouvoir installer des machines performantes dans des endroits où il y a déjà un réseau qui est consolidé depuis assez longtemps. Et oui, c'est la cible, hein, Microsoft, je pense qu'ils ont cette direction-là. Vous, en tant que chercheur et acteur, est-ce que vous avez une sorte de roadmap, une estimation universelle de la période, de la date, quand tous ces trucs-là vont voir le jour? Je cite par exemple en 2007, lorsque l'iPhone a été lancé, personne n'a pensé qu'il y aurait un App Store. Il n'y avait même pas du copier-coller.
peu de choses près. Mais les grands fabricants ont sorti leur console de jeu il y a 1 an. Et généralement, ils rentabilisent leur console de jeu sur 6 ans quasiment. Donc eux, ils ne vont pas pousser pour aller dans cette direction-là. Et je pense que Sony et puis Microsoft, ils vont essayer quand même de mêler leur système de cloud gaming à leur console de jeu. Et ça va leur permettre d'avoir des nouvelles features que je ne connais pas. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, je pense qu'ils vont essayer de préserver, en tout cas, la rentabilité de leur PlayStation. En tout cas, c'est qu'ils vont être vraiment challengés par Nvidia et par les autres acteurs. Et donc, il va y avoir une course dans laquelle Nvidia, ils vont essayer, les autres acteurs du data center, et puis Google commence à regarder les jeux vidéo, il y a plein d'acteurs qui commencent à regarder les jeux vidéo, et du coup, eux, ils vont pousser pour aller plus vite. Donc, il y a peut-être y avoir une bataille de vitesse entre les anciens acteurs qui vont leur migrer lentement et les nouveaux acteurs qui ont envie de pousser très vite. Donc je dirais que entre les deux, en 2018-2019, on devrait avoir un moment où ça va être le tipping point. Mais la plupart des analystes disent que la PlayStation 4 et que la Xbox, c'est la dernière console qui est sortie. Il n'y aura pas de prochaine génération de consoles, etc. Il y en aura d'autres choses. On jouera directement avec nos smartphones une partie. Alors là, ce qu'on fait avec le cloud gaming, c'est vraiment extrême, parce qu'on met tout le moteur de jeu dans le cloud. En fait, on pourrait quand même peut-être trouver un intermédiaire et faire tourner une partie du jeu. Voilà. Mais ouais, je dirais 2018-2019, là, on aura vraiment une compétition qui sera forte. Et après, on voudra que ça joue en 4K. On n'a pas fini de travailler là-dessus. On jouera à 100 frames par seconde. Ça va pas être marrant. Enfin, ça va être marrant pour les joueurs, mais pour les ingénieurs, derrière, qui pédalent comme ça. D'autres questions ? Merci pour la présentation. On va prendre une quinzaine de minutes de pause et par la suite on va se diriger comme hier vers l'amphi de l'IZCON pour l'atelier OpenStack. Merci.